Et Bonjour à tous, vous êtes bien chez XMP Entrepreneur, à la Maison des X, pour une soirée sur le thème de la transmission du savoir-faire commercial du fondateur à une équipe dédiée. Et donc nous allons avoir trois témoignages, deux en présentiel. Maurice et Anne-Sophie sont ici pour nous parler de leurs expériences, euh, des échecs, des succès. Donc on aura un peu de tout aujourd'hui. On a aussi une personne à distance qui est peut-être pas encore arrivée parmi nous et qui viendra. si, je suis là. Thibaut, Il est là. tu es là, parfait. Bon, Thibaut est avec nous, Thibaut et Nico. Et donc trois expériences très différentes de la création qui vont nous transmettre leur retour d'expérience. CMP Entrepreneur, pour ceux qui sont aujourd'hui pour la première fois parmi nous, c'est une association qui regroupe des entrepreneurs qui ont soit créé une entreprise, soit repris une entreprise, soit qui dirigent une petite, moyenne entreprise. Et donc chacun de ces entrepreneurs a un club dédié. Nous avons le club des créateurs, qui est géré par Didier. Nous avons le club des repreneurs par Stéphane de Barros à distance et le club des accompagnateurs par Claude Chabrol, qui va revenir pour le pot de tout à l'heure. Chacun de ces clubs a pour objectif d'aider ses membres à avancer dans leur carrière et dans leur expérience d'entrepreneur. Autour de tout ça, nous avons des soirées, des formations, dans le but, donc nous avons un motto chez XMP Entrepreneur qui est d'accueillir les nouveaux membres. Donc que vous soyez des anciens des écoles de X Mine Pont ou des amis des anciens et que vous êtes là parce que vous connaissez les membres de XMP Entrepreneur, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. Vous pouvez participer justement à ces soirées, c'est l'occasion de nous connaître et de connaître les entrepreneurs de XMP. Le deuxième motto, c'est rayonner. Donc nous faisons quelques communications et toutes les vidéos de nos soirées sont postées sur YouTube. Vous pouvez les revoir, des vidéos que ce soit des formations ou les réunions générales comme ce soir. Le troisième motto, c'est se former. Donc, nous avons des formations, en général 3 par an, et la prochaine formation, ce sera une suite de 6 séances pour les créateurs d'entreprises sur la finance, la stratégie et la vente à partir du 3 février. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site de XMP. Et le dernier point, c'est accompagner. Et donc, que ce soit les membres adhérents ou les membres qui vont nous rejoindre, qui sont des anciens adhérents, en général, on se fait accompagner au départ quand on arrive, et puis avec le temps, on commence à accompagner les autres membres qui arrivent. Donc ce soir, la soirée va être animée par Sébastien Steinmetz, donc le club des créateurs qui organise cette soirée. Je vous souhaite une excellente soirée. L'objectif, c'est que ce soit interactif. Donc on va avoir 3 présentations qui vont durer en moyenne chacune 10 minutes. Et après chacune des présentations, vous aurez la parole pour poser des questions aux intervenants. L'idéal, c'est que ce soit des questions qui servent à tout le monde et que tout le monde puisse participer. Et bien sûr, l'avantage pour ceux qui sont en présentiel, c'est le pot de l'amitié que nous vous réservons pour la fin de la soirée vers 19h30. Bonne soirée à tous. Pour ceux qui sont en distanciel, le mieux c'est de passer par le chat. Ça sera plus efficace. Et la parole est à toi, Sébastien. Très bien. Merci Jean et merci d'être là et bienvenue donc à cette première soirée XMP Entrepreneur de 2025. Donc le thème qu'on a choisi aujourd'hui, alors le sujet général qu'on voulait traiter, c'était le commercial. Évidemment, c'est un des nerfs de la guerre de toute entreprise et notamment d'une entreprise qui n'est pas trop éloignée de sa création. Et pour les entreprises qui sont dans ce stade-là, un des sujets qu'on rencontre, en fait, on peut le rencontrer assez vite, c'est comment passer d'une phase où ce sont le ou les fondateurs qui assurent les ventes à une phase où, pour passer à l'échelle, on va faire assurer tout ou partie des ventes par des non-fondateurs. D'accord? Donc ça, c'est le souhait de tous les créateurs, mais c'est un vrai challenge. Comment faire? Comment mettre en place sa première équipe commerciale, qui, alors recrutée ou pas, d'ailleurs, ça peut être un salarié ou externalisé.
Qui recruter si on recrute? Est-ce qu'il faut prendre des juniors, des seniors, un ou deux tout de suite, etc. Ça, c'est des sujets de recrutement, de choix. Ensuite, il y a des sujets de motivation. Hein. Alors, il y a tous les postes, hein, mais un fondateur est forcément plus motivé, etc., qu'une personne qui n'est pas dans l'équipe fondatrice. Donc, comment motiver ces vendeurs. Et puis, plus fondamentalement encore, pour ces sociétés qui sont en création, dont le produit est assez jeune, dont le marché, qui sont souvent innovantes, dont le marché est soit naissant, soit la proposition de valeur. Autant le fondateur l'a construite, hein, c'est lui qui vient, le ou les fondateurs sont à l'origine de l'idée, sont construit ou sont en train, plus généralement, de construire le produit. Une personne qui arrive de l'extérieur, elle n'a pas du tout ça. Donc, comment transmettre ces sujets? Voilà, parmi les questions. Comment préserver sa marge aussi, hein, ça, c'est des questions qui se posent dans toutes les équipes de vente, mais il y a aussi un sujet. Voilà, donc pour avoir échangé un peu avec les trois personnes qui vont intervenir et partager leur expérience sur ces sujets, il y a beaucoup de questions qui se posent à ce sujet et avoir vécu d'autres expériences. Voilà. Donc, je vais vous passer la parole. On va commencer par Thibaut, Ouais. qui est en ligne. Donc, pour 10 minutes, ce que je propose, c'est que les questions, on les regroupe après. Hein, comme ça, on aura eu tous les trois points de vue avant de donner la parole à la salle et d'interagir. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. J'étais, moi, plutôt du côté, il y a quelques années, Alors Thibaut, désolé, on va te couper de 2 secondes. Le temps Oui. qu'on arrange le problème du son. Très bien. Et les autres m'entendent alors, ceux qui sont en ligne, au moins? Oui, très bien. Très bien. Apparemment, oui, je vois des têtes qui acquiescent, donc, Fais ça. Essaye. oui, vous m'entendez? Ah, c'est mieux là. Voilà. Vas-y. Bon, bah, écoutez, si ça marche. On va mettre la salle puisque c'est ça qui est intéressant. Ah oui, effectivement. On voit tout le monde maintenant. Vas-y, Thibaut. Merveilleux. Donc, c'est tout bon? Oui, c'est bon pour vous? Vas-y, tu peux y aller. Ah oui, ok, d'accord, très bien. Et donc, oui, je vous remercie d'une part pour l'invitation. J'étais, Il faut peut-être couper tous les micros. Oui. S'assurer qu'il n'y a pas de. L'interférence. Alors, attends, faut que je coupe les micros. Tout le monde peut couper son micro. Le son, c'est les 2 gros haut-parleurs, normalement. Que tout le monde a coupé son micro. Est-ce qu'on peut vérifier si tout le monde entend? Les micros sont coupés, c'est bien. C'est coupé? Voilà, là, peut-être Michael, on peut le couper. Ouais. C'est bon, tu peux réessayer? oui, est-ce que cette fois-ci c'est bon? C'est mieux déjà. C'est très, très haché quand même. C'est haché quand même. Pourtant, je suis avec la fibre directement connectée Ta sur l'ordi, connexion- je parle. Ta connexion est bonne? J'ai l'impression que c'est les haut-parleurs. C'est le haut-parleur, tu prends? À distance, on n'a aucun Attends, on va problème remettre sur pour, ordinateur et on va pour voir entendre si ça Thibaut. marche mieux. Essaye là, on avait l'impression que c'était les. Vas-y. Là, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ouais, c'est mieux comme ça, hein, on va rester comme ça, allez. Bon. Je reprends. Vas-y. Donc, je vous disais, d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Pour l'anecdote, j'étais moi du côté de XMP repreneur, quand bien même j'ai fini par créer. Mais bon, XMP repreneur il y a quelques années. Et en 2 minutes, pour vous faire un parcours rapide, moi j'étais dans les tout débuts chez Le Bon Coin, il y a une quinzaine d'années. Et donc j'ai pas mal grandi avec Le Bon Coin qui a pris la place qu'on connaît aujourd'hui. J'étais en charge des marchés automobiles et immobiliers. Et ensuite, avant de créer ma boîte actuelle, j'ai géré 3 boîtes étrangères que j'installais en France, plutôt dans le domaine de l'automobile. Et donc j'étais un peu du côté, pour revenir au thème de ce soir, alors c'était plutôt soit des startups, enfin non, il y avait un peu de tout.
mais j'étais plutôt du côté de celui qui n'était pas le fondateur, mais qui devait défendre une stratégie commerciale. Donc, je vois aussi l'autre côté de la partie. Et il y a 3 ans, presque jour pour jour, j'ai créé une société qui s'appelle Cyclink, qui est spécialisée dans le reconditionnement de vélos électriques. Et on est aujourd'hui 15 personnes, enfin j'ai 15 personnes avec moi. Les choses se développent bien. On a fait une première levée de fonds fin d'année dernière. Et donc, ça avance assez vite. Et j'ai un nouvel associé qui m'a rejoint récemment. Donc, je vois bien la thématique. Pour info, une bonne partie de notre chiffre d'affaires est faite en B2C. Pour autant, on a aussi une partie B2B. Et j'ai été, que ce soit dans cette boîte-là ou dans le passé, confronté à cette question de comment faire en sorte que d'autres défendent aussi bien que nous-mêmes, enfin, disons qu'on a le projet chevillé au corps, on a la foi de ce qu'on vend, et donc on vend en général bien, voire mieux que des commerciaux qu'on pourrait avoir. Mais derrière ça se cache un peu la question de savoir déléguer en réalité. Parce Oui, vas-y. on a des opérations, on a donc faut imaginer À distance, le de tout ce ton. qu'il faut mettre en place. Et il y a énormément de challenges entre passer les étapes déjà de. Vous m'entendez bien? J'ai l'impression que je suis. Oui, si, c'est bon. Non, non, mais ici, c'est bon, mais apparemment, à distance, il y a peut-être des problèmes. On pourrait nous. Pourtant, je voyais les commentaires dans le chat qui disaient que ça marchait bien. Bon, bah, tant mieux. Bon, Les je gens. poursuis. Vas-y, vas-y. Toujours est-il que des challenges, il y en a énormément et j'imagine que ça pourrait faire l'objet de pas mal de réunions entre la mise à l'échelle, les outils. Et quand au tout début, je réparais mes vélos moi-même dans un garage à Paris en ayant chanté l'électricité de la copro, disons que les conditions, que ce soit matériel, de sécurité et autres, étaient autrement moins importantes qu'aujourd'hui avec beaucoup plus de salariés et des conditions de sécurité et puis une mise à l'échelle qui nécessite quantité de choses. Mais en attendant, d'un point de vue commercial, de ma propre expérience qui a été délicat dans plusieurs cas, euh, c'est qu'on peut pas forcément déléguer l'intégralité de tout ce qu'on a dans la tête. Quand on délègue auprès d'un commercial, d'un associé, enfin ça dépend l'échelle que cette personne-là peut prendre. D'abord, c'est très difficile de trouver la bonne personne parce qu'on cherche tous le mouton à 5 pattes qui peut à la fois avoir de la hauteur de vue, gérer des clients complexes, mais aussi gérer Madame Michu qui vous appelle parce qu'elle a un problème pour un petit truc et qui peut avoir du réseau, mais qui coûte pas trop cher, mais qui, enfin bref, c'est très très compliqué à trouver. En fait, ce qu'on cherche, c'est un autre entrepreneur pour aller avec nous, mais donc ça court pas forcément les rues. Donc c'est un peu délicat. Et en soi, ce qui est assez complexe, c'est que je parle pour moi en tout cas, mais j'ai en tête moi les finances de la boîte, le niveau de cash, le BFR, la marge qu'on doit faire pour atteindre le BP et ainsi de suite. Et j'avais pensé dans la première boîte que j'avais gérée qu'en étant très pragmatique avec les salariés qui étaient là et en leur montrant les chiffres, ils auraient une réaction tout aussi pragmatique et tout aussi mesurée ou réfléchie que je pouvais avoir. Bon, je me suis trompé. En tout cas, pour certains rares, ça fonctionne. Et en général, c'est des gens qu'on fait grimper et c'est génial et on adore bosser avec eux. Mais malheureusement, pour une bonne partie, c'est pas exactement la même dynamique. D'abord parce que sans trop de jugement de valeur, mais ce sont des salariés, donc c'est pas leur boîte. C'est pas qu'ils aient pas envie de bien bosser, mais ils sont pas comme vous ou moi à jour et nuit à se demander si demain ça va aller bien, si on a réussi tel projet, à se faire une espèce de listing permanent de est-ce que j'ai bien fait ci, fait ça, rempli telle chose et rappelé tel client. Donc c'est toujours un peu délicat et surtout, je me rends compte que je les avais à l'époque un peu noyés sous une dose d'information qui était beaucoup trop importante. Je leur donnais en fait quasiment pas les clés de la boîte, mais les conditions d'un chef d'entreprise et c'était trop à gérer pour eux, effrayant même, je pense pour certains et probablement sans trop de jugement de valeur, mais au-delà des capacités de certains d'entre eux aussi. Et donc, l'enjeu a été, après ça, de trouver le juste milieu entre
trouver des choses enfin des éléments, les fameux KPI, qui résument assez bien une situation et qui vont synthétiser derrière ce KPI énormément de choses qui en découlent presque naturellement. J'avais, pour l'anecdote, rencontré il y a quelques années, quand j'étais en automobile, Jean Todt, donc qui est aujourd'hui président de la FIA et qui était patron de Ferrari en Formule 1, tout ça, et donc un type qui quand même a eu un certain succès dans la vie. Et c'était assez intéressant la manière dont il racontait les choses, en expliquant que quand il était arrivé chez Ferrari dans les années 90, c'était pas organisé pour devenir champion du monde en gros, mais il nous expliquait qu'il avait une chance, c'est que tous les week-ends ou toutes les 2 semaines plus ou moins, ils avaient une réponse. Ils gagnaient ou ils gagnaient pas. Il y avait une espèce d'objectivité des choses, et au-delà du fait que bon, ça fait Ferrari, donc ça permettait de recruter des gens d'un certain niveau. Il y avait cette manière de se dire, en fait, c'est pas bon que son travail ou quoi que ce soit, à la fin, on gagne ou on perd. Et souvent, en entreprise, mine de rien, les notions sont un peu plus floues. Et on gagne ou on perd, mais ça dépend. On peut raconter une histoire. Bon, on n'a pas eu ce client, mais c'est normal parce qu'il connaissait tel concurrent, donc on pouvait pas avoir tel contrat. Enfin, les conditions sont un peu plus complexes. Et donc, j'ai pas mal de temps essayé de résumer les choses avec des KPI, avec des OKR. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode, mais donc Objectives and Key Results, qui est une manière très américaine de dire on vise dans le même sens. Mais d'essayer de mettre en place des choses qui vont synthétiser le plus possible et même d'en faire un jeu. Aujourd'hui, dans nos locaux, il faut imaginer des grands entrepôts, enfin notamment un très grand entrepôt dans lequel on a mis au plafond des projecteurs et en très grand sur les murs, on a quelques chiffres qui s'affichent, c'est-à-dire le nombre de vélos réparés par mécanicien et par jour, le nombre de ventes évidemment du quotidien, le chiffre d'affaires, bref, quelques éléments comme ça qui vont résumer les fondamentaux de la boîte. Et en fait, on arrive à en faire un jeu. On crée des événements autour de ça. Les gens se l'approprient et leur motivation vient peut-être moins du fait que la boîte va marcher fort demain et que ça va être génial. Ça, c'est peut-être plus mon souci, mais juste de gagner le jeu en fait. Et donc, ça fonctionne plutôt bien, mais ça demande énormément de temps de travail pour essayer d'aller résumer les choses, tout en ne prenant pas trop le risque de sortir de l'action, parce que pour ceux d'entre vous qui sont déjà entrepreneurs, on sait tous que la clé, c'est quand même l'action, l'action, l'action. Il faut agir, il faut tous les jours qu'il y ait des choses qui avancent, qui se réalisent. Il faut aider les gens à sortir du concept quelquefois. On recrute des profils. Typiquement, j'ai un associé que je connais bien, qui est bon, mais qui était très bon dans le contexte d'un groupe beaucoup plus important. Et on se connaît suffisamment bien pour qu'on puisse parler clairement, mais pour lui, l'exercice de traduire des grandes organisations à quelque chose qui a une échelle beaucoup plus petite et où en fait on a les mains dans le cambouis au quotidien, c'est pas qu'il soit pas compétent, c'est juste que c'est difficile, c'est une autre dynamique. Et donc parfois, à trop réfléchir certains chiffres, on va perdre un peu cette dynamique-là parce que en fait, faut être un peu dans l'action. Et donc on peut se retrouver à perdre un peu le fil des choses. Donc voilà, c'est une question d'équilibre permanent. J'ai aucune idée du temps, je sais pas depuis combien de temps je parle. Encore 1 ou 2 minutes si tu Parfait. reviens. Et c'est quelque chose que j'ai vu se répéter plusieurs fois. Et quand j'ai été un peu de l'autre côté de la barrière, où j'étais directeur général en France d'une boîte étrangère que j'installais, donc je créais l'équipe et à nouveau je recrutais beaucoup très orienté autour des sales. Je me rends compte que c'était aussi assez difficile de... Pourtant, c'était pas faute d'y mettre de l'énergie et d'avoir de l'envie, mais d'être imprégné de la mission que s'étaient donné les fondateurs, qui étaient souvent à l'étranger, qui, comme je l'ai vu se passer plusieurs fois d'un pays à l'autre en Europe, peuvent se dire, grosso modo, de l'autre côté de la frontière, ça fonctionne comme chez nous, et malheureusement, c'est pas toujours aussi simple. Mais c'était difficile aussi pour moi de trouver le degré d'autonomie que je pouvais prendre. Parce que certes, j'étais directeur général, mais bon, on a derrière nous des investisseurs, un groupe qui prend des décisions. Sur le produit, je peux pas me permettre de faire mon propre produit alors que le reste du groupe fonctionne autrement, donc c'était assez délicat.
Et en fait, le cadre dans lequel je jouais n'était pas évident. Et je pense que c'est vrai pour moi, c'est vrai pour d'autres, et c'est vrai pour les missions que je peux donner à mon associé ou à des commerciaux aujourd'hui. Quand on leur demande de développer le B2B, c'est difficile de pas trop leur donner la main en leur disant mais si j'étais toi, je ferais ci, j'appellerais un tel, je ferais ça, et puis voilà comment je ferais mon listing et je procéderais méthodiquement. En fait, c'est à eux de trouver les réponses. Tout comme on peut pas juste les laisser complètement dans le vide parce que ça peut être perturbant. Ce sont quelquefois des marchés qu'ils connaissent pas forcément. Nous, le vélo, c'est un marché un peu spécifique. Donc les gens que j'ai recrutés, certains viennent du marché du vélo, mais plutôt parfois des puristes, et donc ça parle plus du Tour de France que du vélo de Monsieur et Madame tout le monde. Donc en fait, voilà, trouver l'équilibre, déléguer correctement, ça a été et c'est encore clairement un challenge absolument permanent. Donc voilà dans les grandes lignes. Et après, si vous avez des questions sur la boîte elle-même, comment ça fonctionne, des exemples plus précis ou quoi que ce soit, je vais peut-être rester un peu vague, mais je suis à vous. Merci beaucoup. Très bien. Effectivement, il y aura toute la partie questions pour aller plus dans les détails si vous voulez. Je propose de passer la parole à Anne-Sophie, qui va nous parler de ses différentes expériences dans différents contextes également. Tout à fait. On va retrouver. Et là, on va mettre la permission. Elle voit bien, Anne-Sophie. Moi, je la vois très bien, mais je pense que ma fenêtre est épinglée. Je suis en grand pour tout le monde. Non, là, c'est bon. Normalement, on voit. Parfait. Bonsoir et merci de votre invitation. Donc moi, je m'appelle Anne-Sophie et j'ai un profil école de commerce. Je suis diplômée de l'EM Lyon il y a un certain temps déjà. Et je vais vous parler de mes 2 dernières expériences professionnelles dans des startups pour aborder ce sujet du recrutement des équipes commerciales qui est absolument vital à toute entreprise qui veut se développer. Je vais vous parler d'abord de mon expérience chez Nickel. Nickel, c'est le compte sans banque chez les buralistes. Donc c'est un compte, une carte à RIB chez le buraliste. C'était assez disruptif dans le sens où l'objectif c'était de faire des buralistes des pseudo-banquiers, en tout cas des centres d'établissement de paiement. Moi j'ai été la première recrutée dans l'entreprise par un des 4 fondateurs et je reviendrai sur le mode de recrutement qui me semble assez intéressant. Donc j'ai été recrutée par les fondateurs, je les ai tous vus évidemment parce qu'à ce stade il y a personne qui rentre dans la boîte s'il n'est pas accepté par tous les fondateurs. Et je suis partie de zéro pour monter tout le réseau de distribution de Nickel. Et le réseau de distribution de Nickel, il repose sur des buralistes qui vont vendre des comptes bancaires. Donc première partie, une partie très administrative et on va dire réglementaire, puisque je travaillais avec le régulateur, la CPR, pour faire agréer des buralistes. Ensuite, il fallait que j'ai aussi des compétences pour développer l'équipe commerciale, parce qu'il y a très vite fallu le faire, puisqu'il s'agissait, après avoir obtenu l'agrément pour les buralistes, de leur installer des bornes, de les former et d'acheminer vers eux des cartons avec des coffrets et des cartes bancaires dedans pour qu'ils puissent les vendre. Donc il y avait de la logistique, il y avait de la formation, il y avait tout un tas de choses. Donc, ce qu'ils recherchaient quand ils m'ont embauché, c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément déjà fait le métier, et ça, je pense que c'est important. Il s'assurait, je pense, plus d'un savoir-être, d'acquérir un savoir-être et de me transmettre un savoir-faire, puisqu'ils m'ont transmis la mission de l'entreprise et charge à moi ensuite de la diffuser aux commerciaux que je recrutais, ce qui n'est pas simple quand on grandit. Et puis, ce qu'ils cherchaient, c'était évidemment, que Thibaut vous l'a dit, on cherche toujours le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire celui qui est capable de faire effectivement du réglementaire, du recrutement, du commercial, un peu de pub, du reporting, etc. Et dans cette expérience chez Nickel, ce qui a été important pour le recrutement de l'équipe commerciale, c'est que les fondateurs sont partis de leur premier rang de connaissances. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés chercher des cabinets de recrutement pour aller chercher quelqu'un qui aurait été un bon directeur commercial déjà dans une banque. Ils sont attachés à recruter des personnes qui avaient plutôt du potentiel que quelque chose déjà acquis. Je pense qu'il y avait une raison financière aussi, évidemment. Et ça, Thibaut vous l'a dit. Donc, et ceci, moi, je l'ai reproduit après quand j'ai créé ma propre société qui s'appelle Proxigital. Et Proxigital,
On a inventé des bornes. Je suis restée dans la lignée de Nickel qui avait des bornes chez les buralistes juste pour vendre des comptes bancaires. Moi, j'ai inventé une borne qui est multifonction, multiservice, multimarque. Et l'objectif de cette borne, c'est de proposer des services digitaux à la population et de rendre ces services digitaux accessibles chez les buralistes. Donc, on vendait des billets de train, on vend des billets de train SNCF, de la carte grise et des choses comme ça. Donc, il y a toujours de la technologie puisqu'il s'agit de fabriquer une borne. Et la vraie valeur ajoutée de la société, elle est dans les parcours qu'elle a créés, qui sont très simplifiés et qui sont destinés à la population. Il y a 8 millions de Français en France qui sont qualifiés ce qu'on appelle d'électronisme. Donc, c'est des gens qui savent pas ou peu utiliser Internet, qui ne peuvent pas, qui ne savent pas ou qui ne veulent pas. Et quand j'ai créé cette société, je suis allée chercher quand j'ai eu l'idée de cette société, je suis allée chercher un cofondateur en cherchant un CTO, puisque j'avais une grosse composante technique. Et puis très vite, une fois qu'on a développé le prototype, etc., il s'est agi de déployer la borne dans le réseau des buralistes. Et là, évidemment, pour moi, la question se pose, et Thibault le disait déjà, c'est qui est-ce que je vais trouver qui va faire ce que je sais faire et qui va le faire le plus vite possible et avec un risque le plus faible possible pour l'entreprise, parce que quand on est une jeune société, on doit prendre des risques qui sont assez limités. Il faut faire vite, parce qu'on n'a pas le temps, on a plein d'autres choses à faire. Il faut faire pas cher, parce que Thibault vous le disait tout à l'heure, on a toujours un œil sur la trésor de la boîte et c'est le nerf de la guerre, hein, là, il est là, le nerf de la guerre. Et donc, il s'agit de faire efficace, puisqu'il faut faire vite et pas cher. Donc, il faut faire très efficace. Et là, moi, à nouveau, j'ai reproduit ce modèle qui a été bénéfique, enfin, qui a été un succès, d'aller chercher un directeur commercial dans mon premier cercle de connaissances. J'ai fait dans ma société ce que Nickel avait fait avec moi. Et je suis allée chercher un directeur commercial. En fait, je suis allée chercher une personne pour qu'elle devienne le directeur commercial. Et ça, je pense que c'est important. Quand vous créez votre entreprise, le premier commercial qu'on va recruter, à mon avis, il faut avoir en tête de se dire qu'on va en faire le directeur commercial et que les équipes vont grandir par en dessous. Parce que c'est assez difficile de recruter 1, 2, 3, 4 commerciaux en les impliquant dans l'entreprise et ensuite d'injecter un directeur ou une directrice au milieu quand on a un peu plus d'argent et qu'on peut se payer quelqu'un d'un peu plus cher. C'est un peu délicat d'amener quelqu'un au milieu parce que vous avez toute une équipe qui vous parlait en direct et qui tout d'un coup va se retrouver avec un directeur en intermédiaire et c'est pas terrible. D'autant que ce directeur, finalement, s'il arrive en cours de route après l'équipe, il n'a pas la même connaissance de l'entreprise que son équipe et il y a un temps qu'il peut pas récupérer en fait. C'est un temps qui est entre guillemets perdu et qu'il ne pourra pas récupérer. Et moi, j'ai à nouveau recruté dans mon premier cercle. Donc, l'intérêt, c'est que c'est rapide à faire, puisque votre premier cercle, vous le connaissez, donc il faut aller, faut taper dedans. Et c'est économique, puisque vous ne sollicitez pas un cabinet de recrutement. Et en écho à ce que disait Thibault tout à l'heure, c'est pas forcément simple de travailler, d'amener quelqu'un qui a travaillé dans du grand pour qu'il vienne travailler dans le petit, parce qu'il a l'habitude d'avoir des moyens, des ressources à sa disposition qu'il ne trouvera pas dans l'entreprise. Donc pour moi, ça a toujours été très important quand je recrutais mon premier cercle, de recruter des gens, une personne d'abord. J'ai toujours commencé par qu'une personne dans mon premier cercle, avec l'objectif d'en faire le directeur ou la directrice commerciale, mais qui commence par être le commercial. En dessous de moi, qui suis temporairement la directrice commerciale. Et donc d'être capable de faire grandir cette personne. Donc pour moi, les qualités premières de la personne, ce que je recherchais, c'était des gens qui avaient un savoir-être que j'avais pas à découvrir. Donc je savais que ça serait des gens qui sauraient présenter l'entreprise, sauraient se présenter, c'est idiot, mais écriraient des mails correctement sans faire des fautes d'orthographe partout. Enfin, tout un tas de critères qui paraissent un peu bêtes, mais quand vous passez les commandes à quelqu'un, vous avez envie, vous devez faire attention à votre image aussi, à l'image de l'entreprise. Donc, chercher des gens qui avaient du savoir-être, pas forcément du savoir-faire. Et le savoir-faire, je le transmets. Et je le transmets, le meilleur moyen de le transmettre, c'est déjà de lui dire qu'on a fait son travail avant lui, de lui montrer, de refaire avec lui, de l'accompagner. Et après, il faut lui laisser la latitude pour adapter le discours et les process. Mais les process, vous les lui avez donnés, vous les lui avez apportés, si possible, moi je trouve, parce que derrière, si on veut en faire un bon directeur commercial, il faut qu'il vende et qu'il fasse vendre. Il faut l'aider le plus possible, il faut lui simplifier la vie, et moi je considérais que c'était à moi de le faire.
en mettant en place une organisation la plus simple possible, des process très simples. On disait tout à l'heure, pas les noyer sous les KPIs multiples et variés. Moi, au début, j'essaye toujours d'en donner que deux KPIs pour les commerciaux. Alors, il faut bien les choisir parce on a toujours envie d'en donner plusieurs parce qu'on se dit, ah, celui-là, il est important aussi, etc. Il faut simplifier. Et puis les KPIs, on peut les changer dans le temps. On peut en donner certains qui sont très quantitatifs pendant les 6 premiers mois, puis après faire plus du quali ou l'inverse. Ça va dépendre du business. Et pour moi, l'enjeu le plus important en tant que recruteur, chef d'entreprise, ça a été la confiance que je pouvais mettre dans l'équipe, dans la première personne que j'allais recruter. L'objectif étant de pouvoir lui faire une confiance quasi aveugle sur beaucoup d'aspects pour ensuite lui confier à lui le recrutement de ses équipes, puisque c'est lui qui travaillera avec des équipes. Donc pour moi, l'important, c'était de mettre en place des bases très solides avec une personne et ensuite de le laisser faire pour la suite. Voilà. Avec du simple. Voilà. Très bien. Merci Anne-Sophie. Pareil, là on pourra creuser pendant les questions. Donc on passe à notre troisième intervenant, Maurice. Voilà, caméra. Donc moi j'ai un parcours un petit peu différent. J'ai créé ma société. Donc j'ai travaillé au sein de grands groupes. Je suis ingénieur et j'ai fait l'EM Strasbourg. Et à un moment donné, j'ai fait 15 fois le même projet en spécifique associé à l'automatisation des documents, composer des documents. Donc j'utilisais des outils techniques pour faire le traitement de masse, l'édition en masse de documents. Ensuite, j'utilisais des produits dans les applications métiers. J'utilisais des développements spécifiques pour tout ce qui est industrialisation de documents poste de travail. Donc, je me suis dit, il y a un truc à faire. Donc, j'ai créé ma société. Comme je suis un techo, j'ai pas cherché à faire un business plan, etc. J'ai récupéré tous les prestataires, les meilleurs qui ont travaillé avec moi sur ces 15 projets. Et j'ai fait de l'argent. Ça veut dire, j'allais faire de la prestation de service et j'autofinançais complètement ma R&D. Donc, à un moment donné, j'ai créé en 95 ma société. Donc, c'est très vieux jusqu'à maintenant. Je suis une start-up attardée. Donc, on avait énormément d'avance sur le marché. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je devais expliquer la solution que j'éditais, c'est aux idocs, il me fallait 10 minutes pour expliquer déjà ce que je faisais. Donc, extraterrestre. Donc, de 95 à 2000, on a réussi à vendre une première installation chez un grand compte, c'est BNP Paribas BFI, qui ont industrialisé la production de documents très complexes, crédit acheteur, cofaçon international, etc. Et donc, comme je suis technicien jusqu'au bout, en 2000, je me suis dit, tiens, il faudrait faire quelque chose. Donc, comme le commercial, c'est pas mon truc, j'ai pris le cabinet de recrutement qui a géré ma carrière quand j'étais au sein de grands groupes, notamment la Générale des Eaux, et j'ai dit, trouve-moi le directeur commercial qui va monter une structure commerciale. Les techniciens sont bons, les consultants sont bons, et le commercial, je sais pas ce que c'est. Donc, j'ai recruté un commercial à travers un cabinet de recrutement, mais les yeux fermés, en leur disant, je cherche quelqu'un qui va monter le business. Voilà. Donc, je me suis aperçu après 6 mois que la personne ne comprenait pas le produit. C'était un marché complètement vierge, on va dire. Expliquer à un grand compte que vous allez passer d'une mise en œuvre de 600 jours à quelques jours, ça commençait à aucune visibilité, rien du tout. Donc, je me suis séparé de ce commercial et je me suis dit, tiens, je vais voir un éditeur de contenu. J'ai un outil de rédaction qu'on peut qualifier de legal tech aujourd'hui, mais 20 ans avant. Donc, je me suis associé avec Francis Lefebvre, un éditeur juridique que tout le monde doit connaître. Donc, eux, éditeurs de contenu, nous, outils de rédaction d'actes, en gros. Donc, on a travaillé 4 ans quasiment en exclusivité.
pour cette société. Et pendant ces 4 ans, on a réingénéré 10 000 modèles d'actes, 300 000 clauses pour automatiser la génération des livres, la génération de la rédaction assistée, qui soit sur un CD à l'époque, rédaction online, etc. Et donc de 2004 à 2008, on a travaillé pour l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, etc. Donc j'avais plusieurs clients, disons. Et fin 2010, fin 2008, il y a eu le salon des experts comptables où Lefebvre a proposé la solution associée à ses contenus. Succès commercial, et dès lors, ils ont arrêté de nous payer. Donc, globalement, ils ont voulu nous reprendre à la barre du tribunal. Et on a vécu sur fonds propres de 2008 à 2012. J'ai mis en procédure Francis Lefebvre, j'ai tout perdu en première instance, appel et cassation, en sachant que j'ai été juge pendant 4 ans au tribunal de commerce, j'ai été rompu tout ce qui était procédure. Donc, j'ai tout perdu, mais on a redémarré sur toute la partie, comme au début, pour faire de l'industrialisation du document poste de travail. Et on est devenu à la mode, le monde de la dématérialisation, de la signature électronique, etc. Donc on a redémarré, et cette fois, je me suis dit, je vais recruter moi-même. Donc je me suis connecté sur des réseaux type LinkedIn, Indeed, etc. J'ai trouvé le mouton à 5 pattes, et tous les moutons à 5 pattes que j'ai trouvés se sont retrouvés au chou dans une petite structure. Et en attendant de trouver la grosse boîte qui allait gérer la voiture de fonction, etc., etc. Donc, jusqu'à maintenant, je suis en recherche de commercial, et ma dernière expérience, je vais résumer. Donc, j'ai dit, je vais mettre le paquet. Donc, j'ai pris un directeur commercial cette fois, en lui expliquant qu'il sera un chasseur et qu'il devra monter le business. Donc, des salaires comme 6 500 euros de fixe, plus plein d'avantages et de la rémunération. Donc la personne s'est mise au chaud encore pendant 4 mois, à monter, je dirais, à mise en œuvre Salesforce, structurer des procédures en sachant que j'ai un commercial jeune que j'ai sorti d'alternance, qui travaille pour moi. Et après ces 4 mois, le directeur commercial m'a dit, moi je ne cherche pas, je suis directeur commercial. Et je me suis séparé et je suis au prud'homme. Donc voilà un petit peu mon expérience. Donc même en prenant des commerciaux bien rémunérés, en ayant des objectifs d'association au capital social de l'entreprise, ça ne fonctionne pas pour les petites entreprises, en sachant que notre cible est exclusivement grand compte. Donc on travaille avec des banques, des assurances, avec des configurations de 5 postes jusqu'à 40 000 postes. Et on fait de la digitalisation des process de bout en bout, associés au process documentaire, que ce soit de la souscription, que ce soit de l'edge fund, de l'asset manager, etc. Donc voilà un petit peu mon expérience. Donc jusqu'à maintenant, alors, pas de succès au niveau commercial, je n'y arrive pas. Et au niveau technique, on est qualifié comme les plus innovants du marché par des grandes agences de notation, encore le Gartner, mais presque. Donc on a les références, on a la solidité, on a les références, et on n'y arrive pas. Voilà un petit peu mon expérience. Merci. Donc, c'est très intéressant. J'aurais une question à te poser tout de suite. Vas-y. Pour lancer le débat. Parfait. D'accord. Bon, tu as eu effectivement essayé tout un tas de possibilités. Oui. Et finalement, pour l'instant, ça fonctionne pas. Mais qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement? Quand on a on peut appeler ça des échecs, mais des épreuves comme ça, on n'est pas forcément, on en tire en tant qu'entrepreneur, on en tire toujours des choses très positives pour la suite. C'est la visibilité du salarié commercial. Le salarié commercial, vous êtes petit. Vous n'avez pas d'image, vous n'avez pas de visibilité. Donc on a toujours des handicaps, et on est une petite structure face à des grands comptes comme BPCE, comme BNP, etc. En sachant que tous les barrages d'agrément, on les a passés. Ça veut dire que c'est un faux argument. Donc ça, c'est l'argumentaire de base.
Ensuite, de mon côté, j'accompagne, j'assiste, mais j'interagis pas beaucoup. Donc ça, c'est mon réflexe peut-être de technicien, où je dis les gens sont rémunérés, on déprime pour les motiver, qui se démerdent en gros, hein, voilà. Donc j'ai un coach XMP qui me diabolise très très souvent, on va dire, en me disant tu dois faire ci, tu dois suivre, tu dois piloter, tu dois administrer, mais je n'y arrive pas. Voilà. D'accord. Très bien. On va peut-être passer la parole à la salle. Et vous êtes entrés à distance. Est-ce que vous avez... Oui, des questions. Oh, pardon, Anne-Sophie. Anne-Sophie. Merci pour votre partage d'expérience. Donc, j'ai bien compris que finalement, vous avez recruté dans votre premier cercle. Et du coup, la grande question qui me vient, c'est-à-dire premier cercle, en famille. Ah bah c'est presque ça. En fait, quand Maurice parlait de son cas où il allait recruter dans du cabinet, ce qui était notre tentation hein, quand on a démarré. Nous, on avait donc chez Nickel, moi j'ai été recrutée. Ensuite, on a recruté un DAF par relation. Et quand on a une petite entreprise, le premier réflexe à avoir, c'est de dire c'est idiot, mais les postes qu'on cherche en interne. Donc le CTO, moi les 4 fondateurs de Nickel et moi, le DAF et les premières personnes du service client, je dis je cherche un directeur commercial. Et mon DAF me dit j'ai mon petit frère qui est responsable de rayon chez Darty Électroménager. Il a 32 ans. Il sait tout réparer, il sait tout faire et il en a marre d'être chez Darty. Bon, on est quand même un peu loin du directeur commercial de Nickel. Mais moi, ce qui a fait tilt chez moi, c'est que en direction commerciale chez Nickel, comme je vous le disais tout à l'heure, la première chose qu'on fait, j'ai une équipe qui doit obtenir l'agrément pour les buralistes. Donc ça, c'est quelque chose, une tâche un peu administrative que je faisais moi-même au début. Et puis après, ça, vous pouvez prendre des juristes juniors. Il n'y a pas tellement d'enjeux parce que c'est un travail très administratif finalement. On monte un dossier pour la CPR, il faut un CV signé, il faut 3-4 papiers. Il vous faut des gens rigoureux qui s'assurent que les dossiers sont bien montés, ça va. Et après, mon directeur commercial, il fallait qu'il fasse ce que j'avais fait pendant quelques fois chez les premiers buralistes. C'est-à-dire, vous partez avec une borne désossée dans votre voiture, en morceaux, hein, parce que la borne de Nickel, je sais pas pour ceux qui connaissent Nickel, mais aujourd'hui, elle est magnifique. La première qu'on a montée, elle était pas magnifique. C'est de la tôle. J'avais fait le prototype au bureau, vraiment sur un coin de table. Je suis allée chez un tôlier à Champigny-sur-Marne. Il me l'a fait gratos parce que mes fondateurs m'avaient pas donné le go pour refaire une borne parce que le CTO en avait déjà fait une qui marchait pas. Donc et dedans on assemblait des morceaux. Il fallait assembler une tablette, un clavier et tout comme ça. Et je me suis dit finalement le type qui vient de chez Darty à 32 ans, qui vient en scooter au bureau, s'il est un peu démerde, il va au moins savoir monter mes bornes. Et ça sera pas un obstacle parce que si je chope un commercial qui veut être dans un bureau, qui va vous demander un gros salaire, qui va vous dire que votre boîte elle est pas connue parce que Nickel à l'époque personne connaissait, tout le monde se disait qu'on se foutait du monde à vouloir ouvrir des comptes chez les buralistes. Donc personne ne répond. Eh ben, je me suis dit, si je chope un jeune à qui je dis tu vas devenir directeur commercial, on l'intéresse à terme pour rentrer au capital de l'entreprise, bah finalement l'expérience d'Arty, elle n'est pas forcément idiote. Donc le petit frère, le DAF avait 34 ans, le petit frère en avait 32. Je l'ai vu dans un coin de bureau un jour vraiment entre 4 portes et je me suis dit je prends pas de risque à essayer. Et pourquoi je me suis dit je prends pas de risque à essayer? Parce que c'était le frère de quelqu'un qui était dans l'entreprise. Et donc là, vous créez un lien un petit peu qui interdit l'échec en fait. Parce que il y a un affect qui se crée entre la personne et la boîte. Et un petit peu qui est lié au fait qu'il y a son frère dans l'entreprise, donc il peut pas décevoir son frère, il peut pas me décevoir, il peut pas décevoir les gens qui ont embauché son frère, etc. Et il s'avère que j'ai eu de la chance, j'étais tombée vraiment sur un espèce de couteau suisse, un peu scout, un peu tout ce que vous voulez. Donc il me posait les bornes, il allait en scooter démarcher les buralistes, il m'empruntait ma voiture, il allait poser les bornes, il formait les buralistes, il leur livrait les premiers cartons. Donc, il faisait tout ce que les commerciaux devaient faire ensuite. Et il a accepté de tout faire. Et on lui a dit qu'il rentrait au capital de la boîte. Il est rentré au capital de la boîte, etc. Après combien de temps, pardon? Oh, moins d'un an. Ouais, moins d'un an. En moins d'un an, il était totalement. Moi, je l'ai recruté pendant même pas un mois. On a tourné ensemble.
Et puis après, je l'ai laissé faire parce que le process de recrutement des buralistes, en tout cas d'installation des buralistes et d'alimentation des buralistes en compte bancaire chez Nickel, il était simple. Donc s'il savait le faire une fois, il saurait le faire plein de fois. Les vrais problèmes qu'on avait, c'était qu'on arrivait chez un buraliste, il avait une borne Wi-Fi, la borne elle marche avec du Wi-Fi ou Internet, la borne était sur un autre compteur, enfin, on avait plus des problèmes techniques que commerciaux. Et lui, très vite, il a recruté ses équipes. Moi, quand je suis arrivée en 2012 chez Nickel, ben, c'était zéro, j'avais zéro buraliste. Je suis partie en 2017, on en avait 3000. Et l'équipe, entre les agréments, je devais avoir 6 personnes. Planification des installs, il devait être 4. Sur le terrain, je devais avoir 6 personnes en plus du directeur commercial. Et un call center, puisqu'une fois que les buralistes sont installés, ils vous appellent toute la journée, il y a madame machin, sa pièce d'identité, elle passe pas dans la borne, bidule, il n'arrive pas à accéder à son compte. Donc après, vous avez un call center qui grossit assez vite. Et pour ces recrutements-là, c'est ce que je voulais vous dire aussi, autant pour moi, les recrutements du N-1, c'est important de le faire très proche. Enfin, mon expérience, c'est que le succès, c'est de le faire très proche. Et le deuxième niveau, il faut prendre du cabinet spécialisé. C'est-à-dire que nous, on a essayé de recruter de manière un peu généraliste des commerciaux terrain et des commerciaux sédentaires. Et en fait, on s'y gourait à chaque fois. Donc après, on a mis un peu d'argent parce que Nickel avait fait des levées et ça marchait bien. Donc on a pu mettre un peu d'argent dans des cabinets spécialisés et c'était vraiment du cabinet recrutement équipe commerciale terrain, même très spécialisé service. Et recrutement équipe sédentaire terrain, équipe sédentaire service aussi. Après vous avez tout, hein. Après vous avez j'ai quand même eu des candidats pour devenir directeur commercial qui venaient de la grande distribution, qui me disaient moi Anne-Sophie je veux bien venir, le challenge m'intéresse, etc. La banque je connais pas, mais si ça vous gêne pas, moi ça me gêne pas non plus, moi ça me gêne pas. Mais effectivement j'ai margé à temps. J'ai tant de variables, j'ai une voiture de fonction, vous comprenez, j'ai des enfants, donc la voiture elle est indispensable. J'ai ci, j'ai ça, payé par la boîte, autant de choses qu'on pouvait pas faire. Donc moi ça a marché en recrutant des gens qui avaient du potentiel et qui voyaient ce qu'ils pouvaient devenir, qui n'avaient jamais été des directeurs commerciaux finalement. Et quand j'ai monté ma deuxième boîte, moi quand je suis partie de Nickel, mon directeur commercial est parti assez vite après. Alors ça c'est aussi quelque chose que je veux dire, c'est que les fondateurs, quand ils partent, quand vous recrutez dans votre premier cercle, le premier cercle, il part souvent pas longtemps après vous. Donc, si vous vendez la boîte, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire, soit vous gardez une place bien au chaud pour votre directeur commercial, quand vous partez, vous lui dites, je vais prendre plus de responsabilités dans la boîte à mon départ. Soit vous n'arrivez pas à faire ça avec les repreneurs, et votre directeur, il suit, quoi. Et moi, quand il a été recruté, il a été chassé par une autre boîte. Et j'ai été appelée par les gens qui le recrutaient, je les ai prévenus que je le re-recruterais, que j'irais leur piquer. Donc ils étaient au courant, je suis allée piquer. Hein. Puisque après, quand j'ai monté ma boîte, je suis allée le rechercher lui. Il avait pris un peu d'épaisseur, etc. Après, il y a des choses qu'il faut accepter, c'est qu'il n'y a pas de personne parfaite. Donc moi, j'avais trouvé un peu Géo trouve tout, qui arrivait à me débrouiller toutes les solutions. Il me remontait jamais de problème, c'était génial. Par contre, il fallait pas lui demander d'écrire une procédure. Un cahier de charges ou un truc, il était nul et il le faisait exprès. Et je me les collais toutes. Je me cognais toutes les procédures, tous les trucs comme ça. Mais à côté de ça, ça me permettait d'avoir toujours les process de la boîte, de toujours les simplifier, etc. Donc il faut accepter de garder certaines tâches. Il faut arriver à déléguer, ce qui est pas simple. Et il faut arriver à manager sans trop manager. C'est pas évident non plus parce qu'ils vous reprochent assez facilement qu'on les tient trop serrés. Mais bon, vous, c'est votre argent. Donc c'est un défaut qu'on a facilement, quoi. Voilà. Mais voilà, moi c'était vraiment le premier cercle, quoi. Donc vraiment la famille finalement. Voilà. On a une question de nos amis en distance qui demande quel budget il faut prévoir pour un bon commercial quand on fait son business plan et comment les motiver. Alors. Je sais pas, comment c'est le plus bas possible. Et puis vous voyez ce qu'il prend, hein, c'est comme les offres en immobilier, vous démarrez au plus bas possible. Non, en fait, déjà il y a une première chose, c'est est-ce que les fondateurs se payent ou pas? Quand les fondateurs se payent pas, il
il y a pas de repère. Vous pouvez difficilement, enfin, moi, dans mon cas, nickel, il n'y avait pas de concurrence existante. Et dans la boîte que j'ai montée après, il n'y en avait pas non plus. Donc, c'est très délicat d'établir des barèmes. Quand vous voyez des gens qui vous intéressent et qui sont honnêtes et qui vous disent combien ils gagnent, ben, vous essayez juste, si c'est pas trop, et moi, c'était pas trop puisque j'embauchais des jeunes, vous essayez juste de faire un petit peu plus pour qu'ils viennent en leur disant bien qu'il n'y a pas d'avantage, enfin, en tout cas, moi, dans ma boîte, on ne pouvait pas se permettre d'offrir des voitures et des trucs et des machins comme ça. Et des actions, pas forcément qu'on donne, hein, qu'ils peuvent acquérir, qu'ils peuvent acheter à prix préférentiel plus tard, vraiment pour les impliquer. Et puis, moi, ce que je leur demandais surtout, c'était plutôt du potentiel. C'est-à-dire que je disais, voilà, nous, notre plan de route, si ça marche, dans 3 mois, tu recrutes tes premiers directeurs de région et ton responsable de secteur, donc tu vas sortir un peu la tête de l'eau. Et puis, si le plan de route est respecté, dans 6 mois, tu auras tant de personnes sous ta responsabilité. Et le salaire augmentera avec la réalisation des objectifs. Mais je partais plutôt de l'existant que de barème que j'allais chercher sur le marché. Moi, c'est complètement différent. Je prenais le barème du marché pour être la petite structure qui applique les bons tarifs et ça passait rien. Et le dernier, je lui ai même proposé une association de capital, etc. Moi, pour la petite histoire, mon directeur commercial que j'avais chez Nickel, qui est parti en même temps que moi, et que je suis allée rechercher, quand il est revenu dans Proxy Digital, la boîte que j'ai montée, il a baissé en salaire. Il est venu en baisse de salaire, il perdait la voiture de fonction, il a perdu tous ses avantages en nature, mais il est venu. Et il a mis de l'argent dans la boîte. Donc, Il y croyait. ouais. Ah oui, mais en fait, c'était ça, hein, c'était la confiance et la motivation et l'âge. Parce que je suis pas allée chercher le directeur commercial de Nestlé Waters ou je sais pas quoi. Donc, Thibaut, tu aurais des remarques? Alors, je rejoins ce qui a été dit. Difficile de donner une réponse exacte. D'abord, ça dépend. Je vois que c'est Anne-Claire qui nous écrit. Si c'est à Paris ou ailleurs, ça a quand même un impact sur les salaires. Effectivement, à chaque fois que j'ai recruté des gens qui étaient déjà très ou trop capés, ça n'a pas vraiment marché. Il y a trop de chocs des cultures entre les avantages qu'ils pouvaient avoir avant, l'organisation. Et c'est très difficile de ne pas être tenté parce qu'on est face à quelqu'un qui a un certain, qui voilà, a le même âge que vous, un bon niveau de conversation, ultra convaincant en disant non, non, moi je vois ce qu'il faut faire, c'est bon. On se dit qu'en plus, parfois avec un peu de chance, on s'achète un peu un portefeuille. Enfin, je veux dire un portefeuille de clients. Et mais en fait, j'ai jamais vu ce système-là vraiment fonctionner. En fait, c'est trop difficile quelquefois pour un commercial trop capé. Donc j'avoue que je suis assez d'accord avec le fait qu'il faut plutôt miser sur un potentiel. Et après, moi j'avoue, j'ai eu la gâchette assez facile sur le fait de mettre fin à des périodes d'essai. C'est-à-dire que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. En gros, et donc quand on sent assez tôt dans le début qu'il y a des exigences qui, bon, la première fois on se dit ah, j'ai peut-être mal compris, non mais il évoquait les voitures de fonction, mais il a bien compris que moi non plus j'en avais pas, enfin que c'était même pas le sujet. Et que bref, et que ça commence comme ça et qu'en fait les signaux se multiplient. Qu'on voit quelqu'un qui, moi je sais que j'ai eu des cas où il cherchait à ce que tout passe par des prestataires en disant bah non mais il faut qu'on trouve des gens qui le fassent pour nous. Et je dis, bah, en fait c'est ce que je te demande à toi de le faire. C'est pour ça qu'on te paye. Et donc voilà, je me suis un peu trompé dans ces cas-là. Donc effectivement plutôt jeune, débrouillard. Donc, quand on est une petite boîte, euh, les gens se révèlent quand c'est complexe. J'écoutais l'exemple de celui du frère qui allait livrer lui-même les bornes et autres. Honnêtement, c'est l'exemple parfait, c'est la débrouillardise, quoi. On se débrouille, on fait ce qu'il faut. C'est peut-être pas la personne qu'il faudra 4 ans ou 5 ans plus tard pour avoir plus de hauteur de vue ou quoi que ce soit. Mais tout comme, honnêtement, je sais pas si moi je serai la personne dans 5 ans ou 10 ans si la boîte prend plus d'ampleur et qu'il faudra aussi que je sache prendre des gens plus compétents que moi pour une autre échelle, quoi. Donc voilà, faut les bonnes personnes au bon moment, quoi. Et très bon, bien. pour ce qui est de donner un chiffre quand même,
tant qu'à faire, histoire de pas trop rester dans le flou. Moi, je mets un variable assez important quand même. Euh, et en gros, j'ai des commerciaux que je paye, ouais, pour des commerciaux un peu classiques, c'est 35K dans ces eaux-là. Et après, je mets un variable, mais en fait, le variable virtuellement dans mon BP, il est facile à tenir puisque si ça marche, ça marche. Je suis content de leur payer le variable, il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Merci. Il y a d'autres questions, soit à distance, soit dans la salle. Tu en as une, Didier? Donc, non, c'est bon. Il y a un nouveau message. Message, oui. Allô. Moi, j'avais une question éventuellement. Merci. On vous écoute? Oui, je me demandais, là, on parle vraiment des commerciaux, mais si je prends l'exemple des bornes, il y a aussi la question, en fait, quand on a un client d'aller le voir. Moi, je regarde un business actuellement où il y a finalement peu de ventes, et il y a une question de comment est-ce que les vendeurs dans les magasins connaissent nos produits, etc. Est-ce que vous avez d'un côté des commerciaux et puis je sais pas comment on appelle, mais des représentants qui vont mettre en avant les produits, qui vont refaire du lien, ou comment vous structurez ça, finalement? Nous, c'est les mêmes personnes. En fait, c'est que il y a une première contrainte, c'est que chez les buralistes, on n'essaye pas de pas envoyer trop de monde parce qu'ils sont déjà sollicités avec les cigarettiers, enfin tout le monde. Ils ont 4000 références en magasin et des dizaines de représentants tous les jours. Donc quand ils ont un point de contact, on garde le même. Et c'est chez moi la même personne qui assure l'installation des bornes, la formation du buraliste, la formation des vendeurs et l'approvisionnement en info, en compte et qui fait la motivation des équipes, quoi. Donc c'est une seule et même personne. Ok, merci. Et Maurice, c'est pareil ou pas? Moi, je dirais, le commercial fait son travail de prospection. J'insiste sur la prospection, ce qui est le maillon faible de ce qu'on fait, parce que expliquer au téléphone ou par mail, etc., c'est compliqué. Donc, j'ai même sollicité des sociétés de prise de rendez-vous. Donc, ça n'a pas bien donné. Et une fois que le rendez-vous est pris, je dirais c'est plus du consultant qui convient, parce qu'on a un produit à forte valeur ajoutée et on ne peut pas ne pas être de très bon niveau pour discuter avec nos interlocuteurs. On vend à travers les directions métiers qui souffrent avec l'informatique et on travaille avec des directeurs informatiques intelligents qui travaillent pour le business. Un petit peu. Donc, on est obligé d'avoir des commerciaux de très très haut niveau. On ne peut pas faire autrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je peux en poser une ou lancer un sujet. Il y a un sujet qu'on retrouve surtout, enfin beaucoup dans les sociétés jeunes en création, dont le produit est en train de se développer et pas mûr. Et moi, j'ai déjà rencontré, pas en tant que fondateur, mais en tant que accompagnant, actionnaire. C'est comment faire la part des choses entre le produit n'est pas bon et où le commercial n'est pas bon. Ça, c'est un sujet auquel il faut faire attention. Alors, produit pas bon, ça veut pas dire qu'il est mauvais à jeter, hein, mais qu'il est pas mûr. Hein. Donc, il y a un vrai sujet, et ça, c'est au cas par cas, hein, qu'il faut. Et l'erreur à pas commettre, à mon avis, là-dessus, c'est d'oublier cet aspect produit. Est-ce que le produit est vendable en l'état? Voilà. Et donc, l'accompagnement d'un commercial par rapport à ce sujet. C'est peut-être la raison pour laquelle un commercial trop capé, ça va pas fonctionner. Au-delà du fait que, voilà, il aura pas. Je suis pas trop d'accord. Nous, on a une bombe atomique, donc ça veut dire on est une société de techniciens. On a un produit de top niveau qui est éprouvé, qui est déployé en France, à l'étranger, etc. Et là, on est plus en face de la faiblesse commerciale. On n'est pas du tout. Ça veut dire qu'on n'a jamais un commercial qui vient me dire Maurice, il y a un problème, je peux pas vendre à cause de. Ça n'existe pas. On a même fait des expériences au Canada pour voir si la localisation du produit, parce qu'elle a été faite à l'origine par des Franco-Français, si la localisation était bonne. Donc on n'a même pas eu une remarque en dehors du fait qu'on
on mettait le code langue avec un drapeau, et les Canadiens et les Nord-Américains détestent les drapeaux. Le français n'est pas la propriété de la France, donc j'avais pas le droit de mettre le drapeau français c'est la seule chose qu'on a modifiée. Donc on a une bombe atomique de produits, mais on est trop en avance sur le marché, et on n'a pas les commerciaux qui sont motivés, même si le produit est achevé, avec un très très gros projet d'IA en ce moment, qui va un peu révolutionner, je dirais, le marché, si on arrive à se faire connaître, notamment dans le monde des ministères et administrations. Tout ce qui est digitalisation des téléprocédures, on va dire. On va faire de la téléprocédure, mais quasiment naturellement. Là aussi, on a un produit fabuleux, mais de l'autre côté, le maillon faible. Donc, c'est pas seulement la qualité du produit qui fait la vente. Alors non, peut-être que dans le B2B, c'est un peu particulier, parce que là, on a eu du B2C et du B2B. Là, on est... Et dans le B2B, sur les grands comptes, une fois que tu as passé l'étape... L'architecture, le machin... Une fois que tu as passé surtout l'étape des acheteurs, qui des fois sont des barrières un peu difficiles à passer, il faut trouver la bonne personne et pas perdre trop de temps avec la bonne personne à qui tu bouches un trou, hein, mais qui a directement le contact avec un décideur, un CX, hein, un gars qui peut signer les chèques, pour faire simple. Donc, et si tu n'as pas ça, ça marche pas. Donc, c'est effectivement très particulier. Et on a un très gros frein dans le sens où le client ne nous a pas attendu pour automatiser ces documents. Donc, l'automatisation des documents, c'est de la souffrance informatique, de la souffrance métier dans le sens de la spécification. Quand on fait un document, on n'a pas droit à l'erreur. Que ce soit une lettre de remerciement, je fais suite, pas de faute d'orthographe, d'accord, mais on a du document engageant, pas droit à l'erreur. Donc, les systèmes avancent et on fait un cahier des charges, on donne aux devs, on développe, une fois que c'est fait, on arrête, mais on renouvelle un cycle avec les mises à jour du cadre réglementaire, etc. Donc, on a fait un produit qui est dans le core business. Ça veut dire que j'ai une mise à jour à faire, je la fais. Je n'ai plus besoin d'attendre l'informatique. Mais compte tenu du patrimoine existant dans les grosses structures, ça veut dire qu'ils ont travaillé pendant 100 ans, 100 ADOM pour produire des documents qu'ils produisent, on arrive avec un truc fabuleux et disent pétard, comment je vais faire avec mon existant? Donc notre problème est celui-là et on est en train de résoudre ce problème à travers l'intelligence artificielle. On va réingénérer directement des documents pour reconstituer des modèles qu'on fait en automatique. Donc on est en train de prendre en compte un aspect technique rédhibitoire du commercial pour passer ce frein ou ce barrage, on va dire. Et moi, pour rebondir sur ta question, Sébastien, c'est nos bornes chez Proxigital, elles ont il y a un écran avec des services, train, carte grise et tout ça. Et pour financer ces bornes, on a un écran vertical qui accueille de la pub. Et c'est de la pub à, je sais plus, 90 € par mois, enfin c'est rien quoi. Et les commerciaux qui sont chez les buralistes n'arrivent pas à vendre ces pubs aux annonceurs qui sont les mêmes clients des buralistes, puisque les annonceurs c'est le piscine du coin, le garage, le contrôle technique qui viennent tous les matins voir un petit blanc avant d'aller travailler. Et mes équipes, elles n'arrivaient pas à vendre ce produit, qui est pourtant important dans le modèle. Et l'autre problème qu'on a, c'est il y a des régies pub, régionales, etc., digitales, qui peuvent s'occuper de ça. Mais tant qu'on n'a pas atteint la taille critique, qui fait qu'on a un taux de pénétration en nombre d'écrans dans le département ou dans la région, on n'arrive pas à vendre ces produits. Et donc vous vous retrouvez dans une situation où vous avez des commerciaux qui sont locaux, qui parviennent pas à vendre. Et là, moi, on a essayé, hein, on les a hyper motivés pour le faire, mais ça cliquait pas, quoi. Ça marchait pas. Et on met ça de côté en attendant d'atteindre la taille critique parce que on peut pas non plus perdre la force de vente qu'on a mis du temps à monter et que le déploiement des bornes, il sera important pour la régie pub plus tard. Mais pendant ce temps-là, il y a un moment où vous n'avez pas de solution. C'est pas forcément que le produit est mauvais, mais ça peut être une question de taille critique, taille de taux de pénétration qui est pas encore bon.
Donc, qui de la poule et de l'œuf, bah là, on se ronge un peu les ongles pendant ce temps. Ouais, Comment t'es remonté cette question? Est-ce que c'est toi qui allais sur le terrain? Moi, tout ce que j'ai demandé aux gens de faire, je l'ai fait avant. Parce que sinon, j'estime que, je peux pas leur apprendre à faire. Et deux, après, quand ils me donnent des réponses, c'est trop difficile, c'est pas ça. Si on l'a pas fait, vous faites un peu embobiné. Les commerciaux, c'est quand même les rois pour vous dire que ils n'ont pas encore les bons outils, l'ordinateur est pas assez puissant, la voiture que tu vas louer, elle est elle aussi pas assez puissante pour y arriver à leur rendez-vous. Je les connais bien, j'ai été. Donc, il y a toujours un tas de bonnes raisons pour pas faire le truc ou pour justifier qu'on l'a pas hyper bien fait. Et donc, moi, je les ai vendus, ces écrans de pub, même au téléphone. Après, quand vous vendez un terrassier, il faut le faire à 7h30 du matin parce qu'à 9h, il est sur son chantier et à 17h, il ne répond pas. Donc, il y a un problème d'horaire. Et puis, il y a un problème de convaincre et de parler de pub. Voilà, moi, mes commerciaux qui vendent des bornes, ils savent pas vendre la pub qui est dans les bornes, quoi. Donc, et j'ai pas résolu le problème. Donc, Oui. Peut-être, vous nous avez parlé, c'est intéressant, du problème de seniorité par rapport aux commerciaux que vous embauchez. Ouais. En termes, est-ce que vous voyez comme déterminant par rapport à la qualification? En gros, si vous vendez un produit très technique, je pense à des factories, par exemple, des gens qui embauchent directement du PhD, sorti d'HEC ou de Lyon, et d'autres, un produit assez basique, pas dire que ça doit nickel et j'approche du mais ouais, c'est quelque chose de plus basique. Et comme on a un problème de coût en général dans ces structures, soit c'est de l'ingénieur débutant ou de l'école d'ingénieur débutant, est-ce qu'on arrive déjà à tirer ce type de profil? Et bon, une boîte à 5 millions de chiffre d'affaires, parce que moi je suis plutôt dans la reprise que dans le start-up, mais pas forcément recruter les écoles qui sont sponsors de cette soirée. Mais pourquoi pas, il y a des gens qui se sentent la fibre entrepreneur. Et est-ce que ça vaut le coup de prendre un ingénieur des mines, par exemple, pour faire un produit technique, mais finalement pas si compliqué que ça, ou est-ce qu'il vaut mieux aller chercher un vendeur de chez Darty, comme vous le disiez, qui a la niaque et qui a envie de s'investir à partir du moment où il peut quand même comprendre le produit de par sa formation. Moi, sur Nickel, c'était pas technique et la borne des buralistes non plus. Donc, je peux pas vous parler d'un produit qui est aussi technique que celui de Maurice, mais moi, du coup, quand c'est pas technique, je privilégie le savoir-être des gens. C'est-à-dire que je veux des gens qui vont avoir des qualités innées, ou en tout cas qui ont appris des choses sur lesquelles je vais pas revenir, et je vais leur donner le savoir-faire. Donc, je vais prendre des gens, pas forcément, puisque les produits l'obligent pas et les services l'obligent pas, des gens pas très pointus. Il s'avère que dans l'équipe des fondateurs de Proxivital, j'avais un suppléec qui a été amené à faire de la vente parce qu'à un moment, toute la boîte en a fait. À un moment, avant qu'on recrute, tout le monde s'y est un peu collé. Et ceux qui avaient un profil plus ingénieur, ils y arrivaient. Il y a des gens qui sont très techniques, qui ont des capacités commerciales. Je ne sais pas répondre à la question si c'est plus simple d'apprendre la technique à quelqu'un qui vendrait du sable à un bédouin, ou si c'est plus simple d'apprendre des techniques de vente à quelqu'un qui sait envoyer des satellites dans l'espace, quoi. Et ça, j'ai pas la réponse. Moi, j'ai essayé une chose. Je me suis inscrit comme juré de concours dans des grandes écoles de commerce, donc IESEG, EM Strasbourg. Je fais jury de concours dans plusieurs écoles de commerce. J'ai dit, je vais aller à la source, je vais identifier le meilleur. Mais ces écoles, je crois que j'ai visé un peu trop haut, en sachant que ces gens vont être des gestionnaires. J'ai jamais réussi à recruter un commercial au sens vendeur. Personne. J'ai essayé les vendeurs dans les écoles de commerce. Il n'y a pas de vendeurs, c'est vraiment des gestionnaires. Ils veulent faire des business plans, de la stratégie, de la com, etc. Et pourtant, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Je m'amuse avec les petits jeunes, c'est pour ça. Et en fait, je pense que faut résister à la tentation, et Thibault le disait tout à l'heure, il faut résister à la tentation de chercher le meilleur. Ouais.
C'est vrai, faut chercher celui qui aura les qualités principales pour faire les choses. Je sais pas du tout ce que c'est de vendre. C'est féminin, ça. Non, mais Je veux être en prison. non, non, pas du tout. Mais Anne-Sophie, si faut je puis vraiment mettre. chercher le meilleur parce que d'abord, sur le papier, le meilleur directeur commercial chez, je sais pas moi, Coca-Cola, il sera peut-être incapable de me créer mon réseau de buralistes. Donc, je pense qu'il faut chercher, si le produit est pas trop compliqué, ce qui était mon cas, faut chercher du jeune qui veut du potentiel, qui est prêt à prendre des risques. Parce qu'il faut quand même prendre des risques. Mon directeur commercial, là, que j'ai débauché de chez Darty à 32 ans, sa femme attendait le deuxième enfant. Il quittait Darty où il était chef de rayon électro, enfin tous les produits électroniques, où il avait un bon job, il avait 15 personnes sous sa responsabilité. Bon, il n'avait pas de raison de craindre pour son avenir là-bas. Donc il fallait qu'il prenne un risque. Donc il faut des gens qui ont envie de prendre des risques. C'est pas forcément déjà des entrepreneurs, hein, parce que sinon ils auraient déjà monté leur boîte, ceux-là. Pas forcément des entrepreneurs, c'est peut-être des futurs entrepreneurs. Et des gens qui sont capables de prendre des risques. Moi, j'ai tapé, je vous dis, du jeune savoir-être existant, savoir-faire potentiel, et puis qu'on intéresse et qu'on implique dans l'entreprise. Très vite. Et c'était quoi son salaire à l'entrée? Alors, chez Nickel, il a dû commencer dans les 30 et quelques mille. Et là, je vous parle de 2014. Et quand je l'ai rembauché en 2020, je l'ai embauché à 60 et 30 000 de variables. J'étais à 60. Et il avait combien de variables dans le Chez première embauche? Ouais. J'ai toujours j'ai reproduit chez Proxital ce que j'ai chez Nickel, ça marchait bien, donc j'étais à au moins 30% de variables. Et important pour un directeur commercial, je l'ai été avant d'en embaucher. Sky is the limit, hein, donc pas de plafond. Si le directeur commercial gagne plus que le président, c'est que la boîte va bien. C'est au président de vérifier les marges et tout ça, mais pas de plafond pour les commerciaux. Un bon commercial, il s'arrête quand il a atteint son objectif. Hein. Il pédale pas dans les descentes, donc il s'arrête. Donc vous limitez pas de plafond. Donc moi, j'ai été commercial d'une start-up web avant tout ce que je vous ai raconté. J'avais pas de plafond. Je travaillais 52 week-ends par an. Hein. C'était, il y avait plein de choses à ramasser, il fallait ramasser. Donc pas de plafond. Faut pas avoir peur qu'il gagne plus que vous. Faut surveiller la rentabilité et tout ça, mais faut vraiment pas avoir peur. Faut vérifier. Juste pas politique de terre brûlée. Je prends et je flingue le client. Donc surtout pas ça. Donc dans les CPI, on s'assure de la qualité, mais pas de limite et un gros variable. Petite question. Est-ce qu'il y a un bon moment pour recruter à l'extérieur un commercial? Et si oui, quel est le bon moment? C'est difficile parce que c'est très difficile de répondre parce que bon, si vous êtes chez Proxidigital, on a démarré la boîte, on était deux, on a fait des prototypes, on a recruté un technicien avant de recruter un commercial parce que au début, le commercial, je pouvais le faire. On déployait des bandes chez les buralistes, je connaissais le marché, je connaissais les buralistes, donc je pouvais y aller. On a plutôt forcé sur la technique. Et puis, le problème, c'est que plus on attend, moins c'est facile à faire. Parce que plus vous mettez les doigts dedans, et plus vous dites ce que vous allez devoir transmettre va être compliqué à transmettre. Donc, il y a vraiment, après, on fait des business plans, on se donne des plans de route, et si on a les moyens de les respecter, il faut recruter. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, les premiers recrutements en dessous des fondateurs, recrutez vite, pas avec des cabinets qui vont vous chercher des gens qui viennent de nulle part. Donc recrutez vite, ça coûte moins cher. Les entretiens, ça se fait beaucoup plus rapidement. Je sais pas, moi chez Nickel, j'ai dû recruter au bout d'un an parce que au début j'avais beaucoup de choses à faire en réglementaire avec la CPR et que pendant longtemps j'ai pu le faire moi-même et que je freinais pas la croissance. Il y a un moment où
quand le fondateur se rend compte qu'il y a trop de mails et des prospects qui commencent à pas être très contents parce que vous répondez pas, c'est déjà un peu tard là. C'est déjà un peu tard. Quand vous êtes un peu sous l'eau là, c'est pas bon. Donc faut faire attention à ça, quoi. C'est un peu votre boîte mail de prospection qui va vous le dire, quoi. Et du coup, ça, c'est très important. Il n'y a pas besoin d'avoir de fichier, mais un Excel ou un Trello pour gérer ses prospects quand vous voyez qu'il y a de la file d'attente qui visuellement s'accumule. C'est un peu urgent de faire quelque chose. C'est un signal qui devient plus trop faible. Ouais. Le premier recrutement que j'ai fait, j'ai attendu d'avoir la trésorerie pour pouvoir l'absorber. Donc j'ai attendu du temps, j'ai pris le salaire chargé que je devais consommer en sachant que j'avais compté une année de non-vente, on va dire, de prise de fonction. Et donc pour moi, c'est le baromètre, c'est avoir les sous pour payer quelqu'un qui sera une charge. Et aujourd'hui, je raisonne un petit peu encore comme ça. Je ne prends pas le risque de prendre un commercial. S'il ne vend pas, on va avoir des difficultés. Donc, le signal, c'est les sous. Ça a marché. Les sous, ça va. Dans le commercial, on est... Mais c'est délicat parce que on est contraint par la trésorerie. Chez Nickel, on a levé assez vite, mais moi, après, j'ai pas levé aussi vite. Donc, vous êtes contraint par la trésorerie et c'est vous qui mettez le fond avec un premier cercle, Friends and Family, etc. Donc, faites hyper gaffe. Et c'est délicat parce que on voit effectivement, on peut voir le commercial comme une source de charge, hein, parce que 60 000 plus 60 000 chargés déjà, c'est quelque chose. Moi, je me payais pas à cette époque-là. Donc, c'est une chose, mais il faut voir qu'en théorie, sur des produits simples, au bout de 3 mois, le directeur commercial, il commence à rapporter. Donc, très vite, dans le BP de la première année, en face de la charge de salaire, il faut mettre du chiffre d'affaires. Faut pas se faire mal et ne mettre que de la charge. Faut prendre du risque. Faut prendre le risque de mettre des revenus en face. Mais je parle pas d'un produit technique qui va peut-être nécessiter 1 an d'apprentissage. Mais sur des produits plus simples, faut vite lui mettre des objectifs et des KPIs très simples. Tu vas avoir un KPI, c'est le chiffre d'affaires. Et puis après, une fois qu'il a bien rentré du chiffre d'affaires, on le sensibilise à la marge. Et puis après, on va le sensibiliser encore plus à des indicateurs de qualité, etc. Mais il faut y aller progressivement, quoi. Il faut mettre du revenu en face. Et que pensez-vous des commerciaux freelance, justement, pour avoir fait de tampons Moi, j'ai jamais fait ça parce que c'est trop stratégique, la vente dans la boîte. Alors, quand on décide de signer des marchés avec des entreprises tiers qui vont vendre votre produit, ça c'est différent, parce que tout de suite vous accédez à des gens qui peuvent avoir une grosse force de vente, et ça c'est différent. Mais pour discuter avec ces gens-là, moi il me fallait un commercial par exemple, et j'ai jamais sous-traité la force de vente. Alors j'aurais pu, hein, parce que chez le buraliste, on pourrait imaginer que vous prenez des gens qui vendent des cigarettes, des VRP, ça marche pas. Les VRP, ça marche pas du tout. Me concernant, j'ai essayé de la vente indirecte, donc partenariat, distributeur, intégrateur, etc., etc. Donc, quand on a des coûts, on devient partenaire, et au-delà, ça marche pas. J'ai même une fin de litige en cours où un partenaire a essayé c'est un éditeur de service, on va dire. Il a intégré ma solution dans la sienne, mais il a oublié de me déclarer des clients. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut regarder l'indirect ou le VRP, il faut qu'il soit, je dirais, presque exclusif. Ça veut dire s'il ne mange pas avec ce qu'on lui donne à faire, on aura du mal. Et aujourd'hui, comme je traite du grand compte, il y a disproportion entre l'indirect qui peut être une Capgemini ou un Steria, etc., en sachant qu'il me qualifie d'empêcheur de prestation. C'est-à-dire avant, avec les outils concurrents, il mettait 1000 jours pour déployer, et aujourd'hui, avec 40, c'est la même chose. Donc, c'est très compliqué. Dans la répartition du travail, moi, j'ai donc jamais testé le recrutement externe parce que fonction stratégique dans l'entreprise, la source de revenus. Si partenariat, le directeur commercial en interne gère la relation avec des partenariats, et moi j'ai toujours gardé la relation
Avec le CTO, on a toujours gardé les marchés publics. Parce que gros enjeu. Et puis le directeur commercial, lui, passer un mois sur un dossier, c'est normalement pas dans sa manière de faire. Donc vous lui filez pas ces trucs qui sont chronophages et hasardeux. Il faut lui laisser ce qui est plus facile à faire et où il va faire ses objectifs. Vraiment, on recrute un commercial, un directeur commercial, une personne qui doit être compétente, le produit évoqué. Il y a quand même le moment de la formation qui va durer plus ou moins longtemps, et qui en fait peut faire passer un commercial très bon à un commercial qui va rien vendre parce qu'en fait la formation est mauvaise. Et est-ce que comment on pratique, c'est quoi les objectifs qu'il peut y avoir dans la formation, et d'autant plus dans la formation par exemple avec des commerciaux sédentaires. Du coup, il faut un peu aller partout, donc ça nécessite beaucoup de déplacements potentiellement. Et enfin, je sais pas comment vous avez fait justement pour ce qui est de chez Nickel ou de Proxivital, la formation du directeur commercial, en fait, vous étiez commercial, vous transmettez une formation commerciale. Après, il dirigera des commerciaux quand il y en aura, mais en attendant, il fait commercial. Moi, ça s'est fait à chaque fois sur 2 semaines, maxi, sur le terrain direct, très peu de papier, sur le terrain direct, comprendre le marché, comprendre les buralistes, leurs contraintes, être à l'aise avec ça. Des docs que je rédigeais au fur et à mesure avec la description du produit, les avantages, les réponses à 3 ou 4 objections. Et puis après beaucoup de terrain, beaucoup de pratique, parce que on a beau avoir affaire toujours à des buralistes, il n'y a pas de buralistes pareil. Donc de toute façon, tout ce que vous lui apprenez, vous allez parvenir en disant et ça, et ça, et ça. Donc en fait, c'est quasiment continu. Ça, c'est important. Très vite le laisser faire, parce qu'un bon commercial, il va très vite vous demander d'avoir de l'autonomie, il va pas avoir envie de vous avoir sur le dos. Et être très très présent. Pour moi, au cours des 3 premiers mois, il faut être très présent dès qu'il a une question. La répondre à ces questions, ça passe avant discuter avec votre DAF ou votre CTO ou n'importe qui. Lui, il est sur le terrain, il vend. Faut lui débloquer toutes les portes, faut l'aider le plus possible. Donc, faut être disponible. Faut le former très vite sur le terrain, qu'il comprenne bien, lui donner des outils très simples. Moi, il n'aimait pas être encombré avec des trucs compliqués, donc des feuilles, description, avantages, objections, et puis et répondre à ces questions. Et est-ce qu'un bon commercial devient un mauvais commercial? Non, pour moi non. Il peut devenir paresseux et se planquer en attendant de trouver le job d'après. Donc ça, Thibault le disait tout à l'heure, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc là, vous remerciez très vite parce qu'il n'y a pas le temps. Mais un bon commercial, si vous lui calibrez bien ses objectifs, sa REM, et qu'il a des outils, il a tout ce qu'il faut pour aller chercher de l'argent pour lui. Donc, s'il est bon, il va y aller. Voilà. Et si votre produit nécessite des améliorations, etc., faut prendre les infos et le remonter à la technique en disant, sur le terrain, on a vu qu'il y a ça qui marchait pas, il y a ça qui marche pas. Ça, c'est important aussi de remonter aux équipes qui peuvent, quand on a des critiques à faire au produit. Très bien. C'est que de l'accompagnement. Démonstration, prise de rendez-vous, démonstration, prise de rendez-vous, démonstration. Et après, on essaye de lâcher. Je pense qu'il y a une des conclusions qu'on peut faire, c'est que le premier vendeur, c'est d'abord le créateur. Et puis après, il transmet. Et que vendre, c'est un vrai métier. Et que en France, on a beaucoup de commerciaux, mais qui ne sont pas des vendeurs. Je ne sais pas si c'est un peu une conclusion à laquelle vous adhéreriez. J'allais dire, ça dépend des secteurs. Voilà. Il y a dans la grande distribution, vous avez des vendeurs. Après, plus on va vers le service, plus on va vers le conseil. Et plus le vendeur va avoir tendance à se sédentariser, à rester derrière son ordi et à donner des conseils aux clients existants plutôt qu'aller en chercher des nouveaux. Donc, quand votre équipe est constituée, moi, j'ai jamais constitué d'équipe avec que des chasseurs, que des cueilleurs, que des machins, que des trucs. Parce que j'ai toujours eu des commerciaux qui avaient besoin de diversité. Donc, j'ai toujours fait en sorte qu'ils aient au moins 50% de prospection, 30% peut-être de formation, 20% de quali, pour pas qu'ils se lassent, quoi.
Bon enseignement. Je vais juste devoir m'asseoir. Entre vous deux, non mais je vous dégage pas. Je vais me mettre là. Ah, regarde. Pendant que on peut se décaler une chaise. Ah, mais sauf. Je pourrais continuer toute la soirée, mais justement, on a prévu un pot pour les présents. Tu peux t'installer. Oui. Nous avons prévu un pot juste après pour les présents. Et pour éviter de finir à 22 heures, nous vous proposons de passer de l'autre côté de la salle. Donc ça va se passer juste ici. Pour échanger avec nos intervenants que nous remercions sincèrement d'avoir été très transparents sur vos expériences, sur les échecs, les réussites. Nous avons entendu beaucoup de choses, Moutou en 5 pattes, famille, cabinet de recrutement, beaucoup de fixes, peu de fixes, variables. Donc tout se fait, tout ne marche pas à tous les coups. Merci en tout cas pour ce retour d'expérience et ce témoignage. Nous vous invitons pour la prochaine session de XMP Entrepreneur à partir du 3 février, donc c'est lundi prochain, pour une formation justement sur la création d'entreprise. Ce sera une formation en 3 séances de modules. Ça se passe ici, dans le même salon à la Maison des X, le 3 février, et c'est toutes les semaines, sauf pendant les vacances. Si vous vous inscrivez, vous aurez les dates. Les 3 modules sont un module sur la stratégie d'entreprise par Bruno Martineau, qui est prof à XHEC. Nous avons un module sur la vente, et cette fois, je pense que ça peut rebondir sur la réunion d'aujourd'hui. Comment faire de la vente en tant que fondateur et comment transmettre la vente à ses premières équipes. Donc, il y aura un atelier de vente pure en B2C et en B2B. Et un dernier module sur la finance par Claude Chabrol qui est présent parmi nous. À nouveau, merci beaucoup. Merci aux participants. Merci à l'animateur. Et bonne soirée à tous. Et ceux qui sont à distance, nous vous attendons en présentiel pour les prochaines sessions. Merci. Ouais.